Les Ukrainiens sont obligés de reculer. On va voir le détail avec les cartes après leur percée d'Ocheretine dont on vous avait parlé ici même la semaine dernière. Les Ukrainiens se sont donc retirés de plusieurs localités. On va voir, il y en a 4 en gros. Didier, expliquez-nous ce qui s'est passé. Les cartes vont apparaître, on l'espère en tout cas, dans quelques instants pour bien comprendre. Alors, il faut voir cette petite ville d'Ocheretine. C'est pas en soi que ça, on regarde sur une carte, ça ressemble à rien du tout. Le problème, c'est que les Russes s'en sont emparés sans coup férir sur une manœuvre malheureuse des Ukrainiens au cours d'une relève, et que depuis, alors vous voyez, voilà, c'est bien de, alors c'est la poursuite de l'offensive d'Avdiivka, d'accord. Et en fait, après Avdiivka, les Russes ont continué à pousser en allant vers Pokrovsk, ça, en face d'Avdiivka, et puis en face de Barmout, vous voyez, ils attaquaient Tchassivyar. L'idée était que Tchassivyar et Pokrovsk, c'était les 2 bastions qui permettaient de défendre, à une trentaine de kilomètres derrière, la ville de Kramatorsk, qui est un peu la capitale ukrainienne du Donbass. Et que si les Russes prennent Kramatorsk, ils auront fait main basse sur le Donbass. Et on était concentré sur ces 2 choses. Et vous voyez bien, il y a une flèche qui va vers l'ouest, qui le long de la route H20. Enfin, la route H20, elle est nord-sud, mais c'est pas grave. Mais le long vers Pokrovsk. Et puis on a une flèche qui monte au nord. Et aujourd'hui, en fait, celle qui est le plus dangereux, c'est la flèche qui monte au nord. Et que les Ukrainiens, à ce stade, n'ont pas réussi à arrêter. Les Russes continuent de progresser, non pas vers l'ouest, vers Pokrovsk, alors que c'est un endroit important, mais en montant vers le nord, vous voyez, en fait, vers Tchassivyar, en dessous de Tchassivyar, entre Tchassivyar et Ocheretine, du côté, là où il y a la flèche noire, ça, c'est l'endroit qui est le plus défendu en Ukraine, c'est le saillant, c'est la zone de Toretsk, qui est l'endroit qui, depuis 2014, est défendu par les Ukrainiens face à Donetsk, la ville tenue par les Russes. Et là, il y a les meilleures défenses ukrainiennes dans la zone. Et tous les assauts depuis 10 ans que les Russes font de face, ils n'arrivent pas à passer. Or là, le risque qu'il y a, c'est qu'ils continuent de monter, et comme on sait que l'essentiel de leur effort est en face de Tchassivyar, ils voudraient, on voit le mouvement où leur rêve serait en fait de faire une large pince qui obligerait les Ukrainiens à décrocher de tout ce pan que vous voyez, de cette grosse olive en blanc, mais qui est entre le pointillé orange, là où il y a la flèche noire qui monte. Et donc de repasser de l'autre côté, parce que ce qu'on voit en pointillé, là, c'est une route. Oui, c'est la H20. Voilà. Et donc, c'est la fameuse H20. Et en ce moment, ce que font les Russes, c'est qu'ils montent le long de cette H20 et d'une voie de chemin de fer. Ils continuent de progresser. Ils ont fait une dizaine de kilomètres. Et les Ukrainiens, à ce stade, n'ont pas réussi à les arrêter parce qu'ils n'ont pas assez de munitions et ils n'ont pas assez d'hommes. Donc les Ukrainiens doivent maintenant, et c'est là qu'on se rejoint complètement avec Grégoire, il va falloir tenir dans sa tête sur cette séquence très difficile et très délicate pour eux. Il faut absolument qu'ils tiennent à Tchassivyar, parce que s'ils lâchent Tchassivyar, ils vont perdre tout ça, et donc ils seront obligés de faire un gros pas en arrière. Ils vont perdre des défenses très intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas derrière, mais ça sera un coup au moral important. Et donc il faut à la fois que les munitions promises par les Américains maintenant arrivent et que eux mobilisent, parce qu'il y a un problème d'hommes dans les unités. Aujourd'hui, après, donc le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, c'est les Ukrainiens produisent 15% de leurs armes, donc on leur donne 80% de leurs armes, donc ça c'est nous, mais c'est aussi 35% des unités qui font 85% des combats. Et ça ne peut pas durer comme ça, parce qu'elles s'usent, elles perdent des gens, il faut les recompléter, il faut les aider. C'est les unités et elles ne peuvent pas être partout à la fois, et les Russes l'ont bien compris. Donc maintenant, il y a vraiment quelque chose de structurel à faire, et il faut le faire vite, pour donner de la lisibilité et donner au chef d'état-major ukrainien la capacité de pouvoir planifier ces opérations, et de savoir sur quoi il peut compter dans une certaine durée.
Parce que, et en plus, là, évidemment, les Russes le savent, ils savent que c'est faible, ils poussent comme des fous en attendant que les choses se réorganisent, et ils font de la propagande derrière, on l'a vu parfaitement avec Peskov, pour essayer de casser le moral. Mais ça s'appuie sur des choses un peu réelles, donc il faut faire attention, et ça va être on est sur une soudure compliquée. Alors pour Volodymyr Zelensky, au-delà des hommes, pour tenter d'arrêter l'avancée russe, il y a un mot qui lui vient, les armes. Toujours les armes, regardez. L'armée russe essaie maintenant de profiter d'une situation où nous attendons des fournitures de nos partenaires, en particulier des États-Unis. Et c'est exactement pour cela que la rapidité des livraisons signifie la stabilisation du front. Nos partenaires disposent de tous ces éléments et ils devraient être en train de travailler ici, en Ukraine, pour détruire les ambitions terroristes russes. L'armée russe se prépare à de nouvelles actions offensives. Est-ce que ça a commencé lentement, trop lentement? Est-ce qu'il est encore possible d'accélérer? De toute manière, c'est un défi quand même logistique d'apporter toutes ces armes sur le front. Alors certes, les stocks avaient été prépositionnés de l'autre côté de la frontière, mais enfin, il faut quand même leur faire traverser l'Ukraine pour qu'elles arrivent aux soldats qui en ont besoin. Et puis surtout que les Russes, eux, frappent pendant ce temps-là. On a vu notamment des frappes, c'était le 19 avril sur un nœud routier à Dnipro. Bon, tout ça, c'est pour justement empêcher que l'armement arrive rapidement, parce qu'ils ont bien compris en fait cette fenêtre d'opportunité qu'il y avait, c'est-à-dire que là on a des Ukrainiens en effet qui manquent d'hommes, qui manquent de munitions, et eux sont en train d'essayer d'exploiter leur percée. Ils ont réussi à briser cette ligne de défense quand même qui était extrêmement solide depuis 2014, donc ils vont l'exploiter au maximum. Et effectivement, Zelensky ne dit à Stoltenberg, le patron de l'OTAN, que ce qu'il martèle depuis des mois et des mois. Mais là, on sent quand même une certaine urgence. Je trouve que les déclarations ces derniers jours des autorités ukrainiennes sont inquiètes. Quand Syrski, le chef d'état-major, dit la situation se dégrade sur le front, oui, elle se dégrade parce qu'en fait, ce grignotage auquel on assistait de l'armée russe, cette pression qui est mise sur la ligne de front, ce grignotage, il est en train de s'accélérer. Alors, est-ce qu'on peut aller plus vite dans les livraisons? Je pense que les Occidentaux font le maximum pour que ça arrive le plus vite possible, mais après, toute cette logistique, elle dépend aussi de l'Ukraine pour que ça arrive concrètement aux unités sur le front. On va revoir cette carte où on voit les deux flèches, l'une qui va vers le nord et l'autre qui va vers l'ouest. Votre avis général, que feriez-vous si vous étiez dans l'état-major russe? Parce que vous en savez, je vois un sourcil qui se lève, parce que là, évidemment, quand on est dans l'état-major, on se dit, il y a deux options, en fonction de quels critères on choisit? C'est ça la question qu'on va vous poser, à vous qui avez l'habitude de ce genre de situation. Là, je pense que je ne dirais pas que c'est simple, parce que je suis quand même pas dans la tête de l'état-major russe, mais là, ils vont essayer de passer là où c'est pour eux le plus facile. Voilà, ils ont deux options, telles que ça vient d'être décrit, et ils vont essayer de passer par où c'est le plus facile, là où c'est le moins défendu, là où leur propagande va fonctionner dans le cerveau des défenseurs ukrainiens. Et donc, fidèles à leur tactique du rouleau compresseur, ils vont d'abord mettre un tapis d'artillerie sur ces objectifs, et puis après voir comment on leur résiste. En fait, ça, je pense qu'ils ne progressent que comme ça depuis le départ. C'est vraiment des objectifs relativement tactiques quand même. Voilà. Alors, il y a un objectif un peu opératif qui a été décrit par Didier tout à l'heure, qui consiste à aller prendre Kramatorsk, parce que ça, c'est un vrai sujet pour les Ukrainiens. Mais derrière, on grignote des kilomètres carrés. Voilà. Et donc, ils vont essayer, parce qu'il leur paraît être le plus en fonction du terrain, de ce qu'ils savent sur l'état des dispositions de l'adversaire en face d'eux, donc des Ukrainiens, de prendre l'option qui leur paraît la plus favorable.